Des comptes zombies sont apparus récemment sur Twitter niant les violations des droits de l'homme au Xinjiang. Ce phénomène s'apparente à une campagne de désinformation soutenue par Pékin. Pékin convoite un port clé dans la région Indo-Pacifique, mais qu'est-ce qui le rend si spécial par rapport aux autres? Nous examinons ses implications stratégiques et la manière dont le régime en a pris le contrôle. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Des groupes de défense des droits de l'homme conseillent aux athlètes étrangers de ne pas s'exprimer sur les questions des droits humains pendant leur séjour en Chine. Ils disent que cela est pour assurer leur sécurité. Pékin s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques d'hiver dans 3 semaines. Les athlètes qui s'y rendront ont reçu un avertissement de la part de groupes de défense des droits « Ne parlez pas des questions relatives aux droits de l'homme pendant votre séjour en Chine ». L'un des groupes qui a émis cet avertissement explique sa raison. Ce qui est totalement ridicule, c'est que nous disons aux athlètes de se taire, de partir et de rentrer chez eux. Et la raison pour cela est la règle 50. La règle 50 de la Charte olympique punit les athlètes qui manifestent sur les sites olympiques. Le Comité international olympique ou CIO a assoupli cette règle l'année dernière. Elle stipule que les athlètes sont autorisés à exprimer leur point de vue dans certaines situations comme les conférences de presse ou les réunions d'équipe. Nous connaissons le bilan en matière de droits de l'homme et la liberté d'expression sous conditions en Chine. Nous pensons donc que les athlètes ne bénéficieront pas d'une grande protection. Et le CIO n'a pas pris l'initiative d'indiquer que nous protégerons et assurerons la sécurité de tous ceux qui décident de s'exprimer. Il dit que les athlètes peuvent s'exprimer quand ils rentrent chez eux. Et c'est une triste déclaration que nous devons faire. Une chercheuse de Human Rights Watch en donne un exemple récent. Regardez l'affaire Peng Shuai. Elle a fait une publication sur les réseaux sociaux chinois alléguant une agression sexuelle contre un haut fonctionnaire chinois à la retraite. Regardez ce qui s'est passé. Sa voix a été entièrement effacée de l'Internet chinois. Peng Shuai est l'une des plus grandes stars du sport en Chine. Elle a été numéro 1 mondial en tennis double. L'année dernière, Peng a fait une allégation d'agression sexuelle contre un ancien haut fonctionnaire sur les réseaux sociaux. Son message a été retiré en 20 minutes et toute discussion à ce sujet a été bannie de l'Internet chinois. Peng elle-même a également disparu de la scène publique pendant un certain temps. À l'époque, la Maison-Blanche et l'Union européenne ont interrogé Pékin sur l'endroit où elle se trouvait. Nous sommes profondément préoccupés par les informations selon lesquelles Peng Shuai semble avoir disparu, après avoir accusé un ancien haut fonctionnaire de la RPC d'agression sexuelle. En dehors de l'exemple de Peng, la chercheuse dans le domaine des droits de l'homme Wang Yaqiu affirme que les lois chinoises peuvent être très vagues lorsqu'il s'agit de la liberté d'expression des gens. Vous pouvez être accusé de provoquer des querelles et des troubles pour avoir parlé. Vous pouvez être accusé d'incitation à la subversion. Il y a donc toutes sortes de crimes qui peuvent vous être imputés pour vos commentaires critiques et pacifiques. Wang a également mentionné que la Chine a un taux de condamnation de plus de 99%. Et ce sont des indicateurs de ce qui pourrait arriver aux athlètes étrangers s'ils s'expriment. Lorsque les États-Unis ont annoncé un boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin le mois dernier, ils ont invoqué les violations des droits de l'homme en Chine, notamment la répression des Ouïghours par Pékin dans la région du Xinjiang. Et Pékin, comme d'habitude, a nié toute accusation de ce type. Mais ce n'est pas le seul chemin que le régime communiste emprunte pour se disculper. Il semble également acheter de l'influence sur les réseaux sociaux. Récemment, un grand nombre de comptes zombies sont apparus sur Twitter. Tous utilisaient le même script pour nier les accusations de violation des droits de l'homme au Xinjiang, une région du nord-ouest de la Chine. La plupart de ces comptes utilisent des noms anglais et leur ID semble être un extrait de leur identifiant Twitter. Beaucoup de ces comptes sont nouveaux. Ils n'ont pas de followers et ne suivent personne, des caractéristiques typiques de ce qu'on appelle des comptes zombies. Le modèle des tweets commence par « J'ai grandi au Xinjiang » et accuse les États-Unis et d'autres pays de créer des mensonges sur les violations des droits de l'homme pour nuire à la Chine. Le tweet renvoie ensuite à une publication d'un article d'un média du Parti communiste chinois. Cet article est une interview d'une personne originaire du Xinjiang qui dit vivre aux Émirats arabes unis depuis 15 ans. Le site web lié, uchinet.com, indique sur sa page officielle qu'il s'agit d'un média en langue chinoise basé à Paris. Cependant, les tests effectués par les internautes montrent que son serveur se trouve en Californie et que le protocole de cache Internet du domaine du site a été enregistré à Pékin. Le régime communiste chinois investit beaucoup dans l'influence de l'opinion publique.
À la fin du mois dernier, le New York Times a publié un reportage d'investigation titré « Acheter l'influence, comment la Chine manipule Facebook et Twitter ». Il détaillait la manière dont Pékin inonde les plateformes de réseaux sociaux du monde entier avec des faux comptes créés par des contractants privés dans le cadre de sa campagne d'influence sur les réseaux sociaux. Située à un carrefour crucial au cœur de la région Indo-Pacifique, une nation semble vouloir se renouveler financièrement. Le Sri Lanka demande à Pékin de restructurer sa dette. Il doit à la Chine près de 4 milliards de dollars. Et la nation insulaire est confrontée à l'une des pires crises économiques de son histoire. Le Sri Lanka a une dette extérieure de plus de 7 milliards de dollars, mais il ne détient qu'un peu plus d'1,5 milliard de dollars en réserves étrangères. Ainsi, lorsque le ministre chinois des Affaires étrangères s'est rendu au Sri Lanka au début du mois de janvier, les autorités ont déclaré que si la Chine pouvait restructurer les prêts de leur pays, cela contribuerait à soulager cette pression. But we were confident that with support from countries like China, we will be able to overcome these challenges soon. Pourtant, certains affirment que la Chine est en partie à l'origine de la dette considérable du Sri Lanka. La Chine est l'un des principaux prêteurs du Sri Lanka. Elle a prêté au Sri Lanka plus de 5 milliards de dollars au cours des 10 dernières années. Des médias ont représenté le Sri Lanka comme l'enfant vedette de la diplomatie du piège de la dette de Pékin. Bien que la Chine l'appelle par un autre nom, l'initiative Ceinture et Route ou Nouvelle Route de la Soie. Dans le cadre de cette initiative, le régime offre des milliards de dollars de prêts aux pays en développement destinés à la construction de leurs infrastructures. Mais lorsque les pays ne peuvent pas rembourser l'argent, le régime prend le contrôle de leurs actifs stratégiques, comme les ports qui pourraient s'avérer utiles à des fins militaires. Dans le cas du Sri Lanka, le pays a été contraint de céder un port à la Chine dans le cadre d'un contrat sur une période de 99 ans. Le port, appelé Hambantota, se trouve à un endroit crucial. Il est situé à moins de 16 km de l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Il se trouve également à plusieurs kilomètres de l'une des voies de transport de pétrole les plus utilisées au monde. Cette voie relie deux des plus importants points de passage du transit pétrolier sur la planète, le détroit d'Ormuz et le détroit de Malacca. Et des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud en dépendent pour l'essentiel de leur approvisionnement en pétrole. Plus de la moitié du pétrole mondial est transporté par des routes maritimes fixes comme celle-ci. Il est essentiel que ces routes restent libres et ouvertes, car la moindre perturbation pourrait faire grimper les coûts énergétiques ou retarder l'approvisionnement en pétrole. Pour la Chine, prendre le contrôle du port sri-lankais signifie également qu'elle prend pied à quelques centaines de kilomètres seulement des côtes de l'Inde, un rival majeur de Pékin. Qui plus est, le port de Hambantota est un port en eau profonde, ce qui en fait un port idéal pour les grands navires de guerre. Et Pékin connaissait probablement la véritable valeur du port depuis le début. Un ancien fonctionnaire sri-lankais qui a participé à la transaction l'explique. Il a déclaré au New York Times que les responsables chinois avaient dit qu'ils s'attendaient à ce que le Sri Lanka leur fasse savoir qui vient et s'arrête ici. Le bail du Sri Lanka avec la Chine ne permet pas d'activité militaire dans le port. Bien que certains soutiennent qu'en raison de sa dette croissante, le pays pourrait céder et accepter une renégociation si Pékin fait pression en ce sens. En 2014, le Sri Lanka a autorisé un navire de guerre et un sous-marin chinois à accoster dans l'un de ses ports. Mais revenons un peu en arrière. Comment la Chine a-t-elle pris le contrôle du port en premier lieu ? Tout a commencé avec l'ancien président du Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa. Au début des années 2000, Rajapaksa voulait établir un port maritime à grande échelle dans la ville de Hambantota. Et ce, bien que les premières études aient montré qu'un port à Hambantota pourrait ne pas être rentable. Les prêteurs habituels dans la région, comme l'Inde, ne voulaient pas prendre le risque, mais la Chine a dit oui. Sri Lanka will be well positioned to play a strategic role in the One Belt, One Road initiative. Et comme prévu, le port n'a pas généré suffisamment de bénéfices pour rembourser ses prêts à la construction. Pour payer la facture, le Sri Lanka a été contraint de céder le contrôle du port à une entreprise d'État chinoise pendant 99 ans. Cet enchaînement d'événements n'est pas unique en son genre. The same thing happened in the tiny East African country of Djibouti, which also had a concessionary port built by the People's Republic of China, strategically located right on the entry to the Red Sea, and where the United States has strong defense interests. Djibouti abrite la plus grande base militaire américaine en Afrique. Et le port n'est qu'à 20 minutes de route. De plus, il est situé à côté d'un détroit appelé Bab el-Mandeb. Cette voie est une passerelle essentielle vers le canal de Suez, l'une des plus importantes routes maritimes au monde.
Près de 10% des approvisionnements en pétrole du monde et 20% de toutes les marchandises commerciales transitent par le canal de Suez. Djibouti defaulted on its loan, and China ultimately controls operations in the port of Djibouti. Djibouti et le Sri Lanka ne sont que des éléments de la vaste initiative Ceinture et route chinoise. Outre les accords portuaires, Pékin finance également d'autres projets d'infrastructures essentiels dans le monde, tels que des autoroutes, des réseaux électriques et des chemins de fer. Selon ces critiques, ce programme s'inscrit dans le cadre de la prise de contrôle par Pékin des lignes de vie des petits pays qu'il utilise pour construire lentement son propre cercle d'influence dans le but de contrer l'Occident. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.